Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous accueille ce matin dans ma chambre avec beaucoup de bonheur puisque je ne pensais pas tourner cette vidéo cet été. Et finalement si, ça y est, après 2 ans, j'ai enfin mon diagnostic de TSA. Voilà, donc ça fait tout bizarre, hein, mais justement, j'ai prévu cette vidéo pour témoigner parce que je sais que beaucoup de personnes préfère écouter des témoignages plutôt que des choses un peu plus directives. Mon parcours est un peu atypique, mais vous allez voir que tous les parcours le sont, hein. Je vous invite dans la section commentaires à écrire par où vous êtes passé, les personnes diagnostiquées. Ça aidera beaucoup les personnes qui sont en cours de diagnostic. Donc voilà, c'est parti, mon diagnostic d'autisme. On y va! Bon, ben, j'ai le générique qui s'affiche, mais je ne retrouve pas la musique. Bon, à la rentrée, tout ça, voilà, j'aurais fait le tri et vous aurez à nouveau la super musique de mon mari pour accompagner ce générique. Merci de votre compréhension. Alors, tout a commencé pour moi au printemps 2022. Alors, je précise juste, on est en été 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, c'est important parce que si vous tombez sur cette vidéo 5 ans, 10 ans plus tard, voilà. Donc, printemps 2022. À l'époque, Loulotte est en CM2 et moi, ça fait des années que je tire la sonnette d'alarme que pour moi, il y a quelque chose. Elle a été diagnostiquée d'un TDAH, mais ça ne suffit pas à expliquer les difficultés qu'elle rencontre. Donc nous sommes suivis par un réseau qui, au printemps 2022, me demande de faire passer à ma fille un test chez l'orthophoniste qui s'appelle la pragmatique du langage. Et donc moi qui suis éducatrice spécialisée, pragmatique du langage, je vois un petit peu où on veut en venir. Donc je me rappelle de ce matin-là où j'ai dit à l'orthophoniste si on cherchait un TSA chez ma fille, je ne serais pas étonnée. Et là, il y a eu un gros blanc, un gros silence, et j'ai compris que c'était ça en fait. Parce que c'est pas facile pour un professionnel d'employer ce terme, parce que le mot autisme est encore malheureusement vu de manière assez péjorative, et pour certains parents, je pense que ça peut les faire tiquer. Alors moi, c'était pas mon cas, hein, puisque du coup, j'avais deviné, et je me dis, bon, ok, on se dirige vers ça. Donc étant donné que c'est ma fille qui est concernée, je commence à faire énormément de recherches sur ce qu'est le TSA sans déficience. Parce que même si j'ai au départ une formation d'éducatrice de jeunes enfants, en 2010, les seuls cours qu'on avait sur l'autisme, c'était des cours à visée plutôt psychanalytique, c'est-à-dire on voyait encore l'autisme comme une relation défectueuse avec les parents. Enfin, c'était un éclairage qui était vraiment désuet, hein, puisque aujourd'hui encore, l'OMS a bien spécifié que les approches psychanalytiques de l'autisme n'avaient plus cours. Malheureusement, aujourd'hui encore, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais il y a encore beaucoup de psychiatres qui ont cette approche-là. Donc, je commence à faire mes recherches, et en faisant mes recherches, il y a plein de petits moments où je me dis ah, mais ça, moi aussi. Ah, mais ça, moi aussi. Ah, mais ça aussi. Et avec mes préjugés que j'avais encore, je me dis, bah non, moi je peux pas être autiste parce que j'ai trop d'empathie. J'avais encore ce préjugé que les personnes autistes manquaient d'empathie. Et donc je vais le déconstruire tout de suite, hein. Les personnes autistes ne manquent pas d'empathie. Si on croit ça, c'est parce qu'il y a 2 sortes d'empathie. Il y a l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Et l'empathie cognitive, c'est la capacité de se rendre compte que son interlocuteur est un peu en désarroi et à intervenir. Et comme les personnes autistes ont parfois du mal à lire le paraverbal, parfois elles ne savent pas lire que vous êtes en désespoir à côté d'elles. C'est ce qui se passait pour ma fille qui elle-même était très mal et qui ne voyait pas quand moi j'allais mal. Et donc ce que je prenais pour un manque d'empathie, en fait, n'en était absolument pas un. Mais moi, à l'époque, j'étais convaincue de ça. Ah, je pourrais, entre guillemets, correspondre, mais j'ai trop d'empathie, je suis trop sensible, donc ça peut pas être ça. Je me suis fait une petite liste ce matin, parce que je suis un peu nulle dans les dates, et donc pour bien vous dérouler tout ça, j'ai pris des notes.
Donc m'en voulez pas si je regarde mes notes. J'ai décidé de faire cette vidéo en one shot parce que demain je pars. Bref, ma vie privée, c'est pas grave. Donc cet été-là, puisque ma fille avait son rendez-vous au CRA en septembre 2022, cet été-là, je demande au psychiatre qui me suit de me faire une lettre pour le CRA, donc le Centre de ressources autisme, qui propose donc des diagnostics, sachant que j'aurais pu passer par un ou une neuropsychologue en libéral, puis ensuite faire valider mon diagnostic par un psychiatre spécialisé. Sauf que, à l'époque, je ne travaille qu'à 37%, et donc je n'ai pas les moyens de mettre entre 500 et 800 € dans un diagnostic en libéral. Ma fille a ses difficultés, donc on essaie au mieux de faire les choses, et du coup, voilà, j'ai pas ce budget. Donc je lui demande cette lettre. Première petite dinguerie, ma psychiatre de l'époque me dit qu'il ne faut pas tout mélanger et qu'elle me fera ma lettre une fois que ma fille sera diagnostiquée. Donc ma fille passe son test en septembre, nous avons rendez-vous un mois après pour le compte-rendu. Donc le temps qu'il y ait le compte-rendu et que je dise à ma psychiatre « ça y est, ma fille est diagnostiquée, est-ce que vous pouvez me faire ma lettre ?» on se retrouve en novembre. Voilà, donc j'ai mis plus de 6 mois à avoir déjà la première étape, c'est-à-dire la lettre de recommandation du psychiatre, sachant que ma psychiatre ne s'y connaissait absolument pas en TSA, et c'est moi qui ai dû lui dire quelles étaient les difficultés auxquelles je faisais face, et du coup, elle les a retranscrits. Donc j'envoie tout ça au CRA, et du coup, décembre 2023, je suis officiellement inscrite. Ouhou. Là, on m'annonce 18 mois d'attente. Donc, moi, je me dis, ok, 18 mois, pour moi, ça peut être que ça, hein. Je n'envisage même pas qu'il y ait autre chose. 18 mois, et je me dis, ça nous emmène au printemps 2024. Et à cette époque-là, je venais de faire une année où, donc j'ai toujours mon 37%, et je venais de faire une année scolaire où j'avais été professeure d'anglais en libéral, donc je donnais des cours particuliers, et le mercredi matin, j'avais un groupe d'enfants à mon domicile. Ça se passait bien pour les enfants, les parents étaient ravis, moi beaucoup moins. J'ai passé une année où je me suis rendu compte qu'en fait c'était trop pour moi. Au niveau small talk, au niveau accueil, je me sentais vraiment envahie quand les enfants venaient chez moi. Le fait après de prendre la voiture et de faire un long parcours pour aller voir plusieurs élèves, c'était compliqué. Et je me suis dit du coup que je ne pouvais plus faire ce travail, je n'y arrivais pas. Et du coup, j'en cherche un autre. Hein. Je cherche un autre temps partiel pour compléter mon 37%. Et je trouve donc un temps partiel en CESAD. Donc CESAD, peut-être que vous connaissez, c'est l'acronyme pour Service éducatif et de soins spécialisés à domicile. Donc avec des enfants porteurs de handicap et des familles. Sauf que ça se passe pas très bien au CESAD, que ce soit la communication avec la hiérarchie, la communication avec les collègues, il y a beaucoup d'implicites, je ne comprends pas vraiment ce qu'on me demande, il y a un logiciel compliqué à utiliser, j'ai l'impression de ne pas avoir le sens de ce que je fais, et donc très vite, ça devient très très anxiogène. C'est-à-dire que ça a beau être une journée par semaine, la veille, je suis en PLS, le lendemain, je suis plus bonne à rien. Je commence à éprouver des difficultés vraiment majeures. Et là, du coup, je commence un dossier MDPH. Je ne suis pas encore diagnostiquée, mais du coup, je me dis, bon, je sais que je suis suivie pour dépression depuis des années. Je fais des crises non épileptiques psychogènes. Hein, j'ai des vidéos là-dessus, vous irez voir. Sachant que j'avais entendu dire que la MDPH se basait sur les difficultés de la personne à l'instant T, indépendamment de tout diagnostic. Je me dis, oui, c'est logique. Si je suis autiste maintenant. Et du coup, j'ai besoin d'une aide maintenant et pas après. Donc, je commence mon dossier MDPH en me disant, si toutefois il y a un rejet, moi, comme je vais passer au CRA au printemps 2024, je pourrais du coup joindre mon diagnostic de TSA s'il y a un refus.
Donc, le temps se passe et je commence aussi cette chaîne. Bah oui, parce que du coup, entre-temps, je me sentais tellement seule en fait avec cette hypothèse d'autisme. Je pouvais en parler à personne parce que, bah voilà, vous-même vous savez, hein, tous les préjugés qu'on a, généralement quand on parle d'hypothèse d'autisme, on dit: «Oui mais non, tu été diagnostiqué avant, oui mais non, tu regardes dans les yeux, oui mais non, tu parles très bien», voilà, j'ai eu droit à tout ça aussi, hein. Donc me sentant très seule, j'ai commencé cette chaîne. Alors les plus anciens se souviennent de la période perruque. Je le redis, mais vraiment, hein, petite autisterie de l'époque, comme je travaille avec des familles que j'accompagne, quand j'ai commencé la chaîne, je me disais: «Bah, j'ai envie de parler, mais j'ai pas envie qu'on me reconnaisse». Et puis pour moi, ça me paraissait trop compliqué de faire des podcasts. Voilà, je me disais: «Oui, mais quelle image je vais mettre?» Enfin bref. Et donc, comme moi, j'ai beaucoup de mal à reconnaître une personne quand elle a une coupe de cheveux différente, hein. Quand je regarde un film, je demande toujours à mon mari, «C'est bien le personnage principal? C'est bien la mère du tueur là? Parce qu'elle s'est détaché les cheveux?» Enfin voilà. Du coup, j'ai mis une perruque et des lunettes de vue en me disant que, personne n'allait me reconnaître. Bon, quand je l'ai dit après à mon mari et à ma fille, ils se sont un petit peu moqués de moi, voilà, mais bon, j'ai passé des années à regarder, Lois et Clark. Voilà, Clark Kent, il mettait des lunettes de vue, on était censé pas le reconnaître. Est-ce que c'est ça qui m'a influencée? Je ne sais pas. Mais du coup, on m'a dit: «Non mais ta perruque, ça trompe personne, quoi». J'en ai profité pour la poser, quand j'ai fait une vidéo sur le démasking. Mais enfin, tout ça pour dire que c'était pas prévu au départ. Je ne me suis pas lancée en me disant: «Je vais mettre une perruque, comme ça le jour où je fais un épisode sur le masking, je l'enlève et ça fait waouh!» Non, non, je l'ai enlevé en me disant: «Bon bah, de toute façon on me reconnaît, donc foutu pour foutu, je pose la perruque». Bref, je suis donc en cette fin d'année 2023 avec le CESAD qui se passe pas bien, de plus en plus d'addictions, parce que voilà, moi ce sont mes difficultés, hein, je consomme le soir pour endiguer l'angoisse que m'a demandé toute une journée d'adaptation. Et à ce moment-là, je sens que ah, ça va pas, ça va pas. Donc je renvoie un mail au CRA en disant: «Excusez-moi de vous déranger, je sais qu'on est nombreux, mais est-ce que voilà, si vous avez une personne qui se désiste au dernier moment, est-ce que vous pouvez m'appeler parce que vraiment, ça va pas». Et donc bah, non seulement on me dit: «Bah non, vous pouvez pas passer devant les autres», mais en plus de ça, là, on ne m'annonce plus 18 mois, mais 2 ans. Gros coup de bambou, hein, parce que moi je m'imaginais vraiment, recevoir ma lettre du CRA, mars, avril, enfin dans ma tête, je m'étais déjà fait tous les films en fait, hein, quels vêtements je porterais, comment ça va se passer, j'avais été voir les lieux, enfin j'étais au taquet, hein. Donc bon, les mois se passent et on arrive, en janvier 2024 où j'ai eu un épisode, comment je pourrais dire? C'est difficile pour moi d'en reparler aujourd'hui parce que même si j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir, la vidéo s'appelle, «J'ai craqué, burn-out autistique». Certaines personnes ont mis, décompensation, enfin voilà. J'ai eu un moment très difficile où j'ai eu une très grosse crise que j'ai essayé d'endiguer avec de la boisson, avec des médicaments. En fait, moi dans ma tête, quand j'arrive à ce moment-là, je veux voir un psychiatre en urgence. Vraiment, tu sais, je pense pas à ce qui va arriver, je me dis: «Là, je suis dans un tel état, il faut que je voie quelqu'un en urgence», même si je suis pas diagnostiquée. Je veux que, quelqu'un m'explique comment je tiens, jusqu'au diagnostic, en fait, dans l'état où j'étais. Sauf que du coup, ben, bien sûr, hein, ça se passe pas comme ça parce que je dérape. Donc c'est mon mari qui me trouve, en rentrant, dans la salle de bain et qui, appelle du coup les urgences, que j'avais déjà appelées juste avant et qui m'avait juste répondu, «Oui, vous avez pris ça? Bon, faut juste attendre que ça passe». Voilà. Première dinguerie, 2e dinguerie, donc on m'emmène, à l'hôpital, le plus proche où je passe une première nuit. Le lendemain, une psychologue vient me dire qu'on est obligé de me transférer à un autre hôpital pour, voir une psychiatre, qui va donner, elle, son feu vert pour ma sortie. Ce que je trouve pertinent au regard de ce qui m'est arrivé. Donc, on me transporte, je vois cette psychiatre, donc là, gros moment d'humiliation comme je l'ai, raconté, dans ma vidéo chez les souscripteurs. Enfin voilà, j'ai été,
pas du tout prise au sérieux par ces psychiatres avec plein d'internes derrière. Enfin, c'était, j'avais l'impression d'être au tribunal, quoi. La personne qui me disait oui, bah madame, faut vous soigner. Non, non, mais le CRA, ils vont pas vous prendre plus tôt. Nous aussi, on en souffre de la liste d'attente. Qui m'a quand même donné rendez-vous dans une unité pour les troubles neurofonctionnels. Donc là aussi, j'ai une vidéo là-dessus. Si vous voulez regarder, vous tapez troubles neurofonctionnels, Johanna en pyjama, etc. Donc cette unité m'a quand même permis de m'aider à gérer mes crises non épileptiques psychogènes. Donc bon, bah c'était déjà pas mal. Mais bon, j'étais toujours au CESAD, alors en arrêt maladie. Je suis allée voir ma médecine du travail parce que vraiment j'en pouvais plus. Et là, je suis quand même tombée sur une médecin qui s'y connaissait en TSA. Alors, pas en tant que médecin du travail, hein, parce qu'il y a encore très peu de professionnels en France et ailleurs hein, qui s'y connaissent très peu sur le TSA. D'ailleurs, même la pédiatre de ma fille m'a avoué qu'elle-même n'avait eu une formation que l'année précédente. Et donc, elle confirmait elle-même qu'il y avait une pénurie de professionnels concernés. Mais cette médecin du travail s'y connaissait en TSA, pas professionnellement, mais parce que son mari était autiste. Donc, elle connaissait et a tout à fait compris le désarroi dans lequel j'étais. Et donc, elle a prononcé une inaptitude. Donc là, je suis un peu perdue parce que je sais que je ne pouvais pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Et en même temps, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Heureusement, je suis allée voir la psychologue de ma fille à ce moment-là qui m'a dit bon ben voilà, vous faites un burn-out autistique. Vous avez vraiment besoin d'un suivi régulier, donc je vais appeler, j'ai des contacts au CMP, donc au centre médico-psychologique de la ville à côté de chez moi, et j'ai été reçue donc par des infirmières psy. Ces infirmières psy, devant l'hypothèse du TSA, m'ont pris rendez-vous avec une psychiatre qui travaille au CRA, mais qui travaillait aussi au CMP. Alors, le rendez-vous au départ était prévu pour mai, et ensuite il a été redécalé en juillet. Donc, je me disais, bon, de toute façon, juillet, bon, on m'a dit 18 mois, donc je vais pas passer avant le mois de décembre, voire début d'année 2025. Donc, bon, ok, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je vais voir les infirmières psy, ça me fait quand même du bien. Voilà, je déverse. Et puis, donc, enfin arrive ce rendez-vous en juillet où je rencontre cette spécialiste qui travaille au CRA et qui, au bout d'une heure d'entretien, me dit oui, ça ressemble quand même fortement à un TSA. Elle s'enquiert de savoir où en est mon dossier MDPH et donc je lui dis voilà, entre-temps, j'ai reçu un refus et comme je n'avais pas le diagnostic, bah, j'ai fait un recours et en termes de nouveau rapport, parce que quand on fait un recours, il faut quand même avancer quelque chose de nouveau, hein, parce que sinon on ne peut pas faire un recours en disant bah non, non, mais regardez le dossier tel qu'il est. Donc moi j'avais joint le rapport de l'équipe des TNF, donc des troubles neurofonctionnels, qui faisait apparaître donc un trouble anxieux généralisé, une alexithymie, pareil j'ai une vidéo sur l'alexithymie. Et du coup, je me disais, voilà, je vais faire un recours avec ça en disant, bah, vous voyez, ces difficultés-là dont je vous parlais, elles sont diagnostiquées. Maintenant, j'attends encore mon diagnostic de TSA. Et cette médecin, soucieuse quand même de m'aider, parce qu'il y a le mal-être, mais il y a aussi mes addictions. Je dis qu'elles prennent de la place et je n'ai pas envie de consommer plus, quoi. J'ai envie qu'on m'aide à en sortir. Elle me dit bah, je vais vous envoyer à ma consoeur et on va essayer de faire les choses un peu plus rapidement pour que vous ayez quelque chose à envoyer à la MDPH. Donc le rendez-vous avec la consoeur est pris en août 2024. Donc c'était juste avant mon départ en vacances pour les souscripteurs hein, qui ont suivi mon histoire avec le Airbnb et Michel. Donc j'ai rendez-vous avec cette spécialiste. Très gentille. C'est fou parce que, comme je vous disais, moi j'avais une représentation en fait de tout ça et de voir cette spécialiste si avenante, si humaine en fait, j'étais complètement déstabilisée quoi.
Et donc là, on a fait 1h30 d'entretien, donc avec des questions. Pourtant, voilà, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je faisais des recherches sur l'autisme. Il y a des questions que je ne m'étais jamais posées. Je voyais que c'était important pour elle, donc je me suis vraiment sentie prise en charge par quelqu'un qui s'y connaissait. À me poser des questions que je m'étais jamais posées, à dire parfois, bah là, je me souviens pas. Et pourtant, j'avais refait toute mon enfance au peigne fin. Enfin, j'avais fait plein de liens, et il y avait des liens que j'avais pas fait. Il y a ma machine qui bip, elle me dit viens m'étendre. Bon, ça va attendre. Donc, cette psychiatre me redonne un autre rendez-vous pour le 19 août. Et là, je n'ose pas demander, en fait, si c'est un rendez-vous, du coup, de rendu, si on va continuer les tests. Je n'ose pas. Je suis assez stressée à ce moment-là, donc je pars. Je pars au Airbnb. Je reviens et donc arrive cette fameuse date qui pour moi est un peu une date de naissance, ce 19 août 2024 où j'arrive, donc même psychiatre que la dernière fois, et là on commence à parler de ma sensorialité et on s'attarde vraiment sur tous les détails, hein, et on parle, pour tout vous dire, on parle culotte. Et puisque moi je suis hyper sensible aux vêtements et parfois je ne supporte pas mon propre slip. Vous voyez, comme quoi, parfois on se fait des idées hein, sur les TSA, c'est des génies, voilà. Pas forcément, et on ne sait pas qu'il peut y avoir des problèmes de cet ordre-là. Donc moi je dis non mais c'est bon, j'ai mes techniques, hein, je coupe, voilà. Et je trouve qu'on passe du temps à parler de ses slips. Elle me parle d'une marque qui fait des sans couture, et ensuite elle me demande est-ce que vous avez des questions sur les TSA? Je dis bah j'en aurais potentiellement 12 000 pour ma chaîne, je pourrais prendre des notes, mais là, moi, en tant que patiente, je lui dis, bah, j'ai une question, en fait, concernant ma présence aujourd'hui. Est-ce qu'on continue l'exploration, comme vous avez dit dans votre mail, ou est-ce que... Et là, elle me dit, ah, non, je me suis mal exprimée, en fait, et c'est là qu'elle me dit, le TSA est validé. Voilà. Et elle me l'a dit plusieurs fois, en me regardant vraiment dans les yeux, et... c'est étrange parce que depuis que j'étais en demande en fait de diagnostic, j'attendais ce moment. Vous voyez, je pense comme voilà, si vous êtes en attente, peut-être vous l'imaginez aussi, ou si vous êtes passé par là, j'imaginais vraiment ce moment, et je l'imaginais très différent du coup. Et donc elle me l'a répété 3 fois. Voilà, en me regardant, c'est validé, tout ça. Donc là, je respire et je ne ressens pas ce que je m'attendais à ressentir. C'est bizarre, hein, c'est-à-dire que quand je m'étais projetée dans mes projections, il y avait de la joie, il y avait... Mais là, sur l'instant T, je suis tellement, en fait, comme je m'y étais pas préparée, j'arrive pas à réagir. Enfin, je prends l'information, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe au niveau corporel. Et donc, on continue en fait, puisque donc cet entretien-là, il était prévu pour m'aider en fait dans mon quotidien, me donner des stratégies, notamment pour m'aider dans mon addiction. Ce qui était très bien, c'est qu'elle a elle a pris une feuille, et elle m'a demandé vraiment mon heure de lever, enfin à partir de quel moment mon angoisse était maximum et à partir de quel moment j'avais envie de consommer, pour essayer de voir ce qui dans ma journée pouvait éventuellement être aménagé. Et donc c'était du pratico-pratique et c'était formidable. Enfin, j'avais l'impression que pour la première fois de ma vie, il y avait quelqu'un à qui je pouvais dire ce qui m'arrivait et qui ne levait pas les yeux au ciel ou qui faisait pas des... Non, là j'étais comprise. Merveilleux. Et du coup, je suis ressortie un peu sonnée, hein, parce que... Alors ça, je l'avais, heureusement que je suis des gens sur Internet, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, voilà, vous me regardez, mais... alors j'ai fait pareil, une vidéo qui liste toutes les personnes qui parlent de TSA, en tout cas en français, sur Internet. Il y en a eu d'autres hein, depuis cette vidéo. J'avais déjà entendu le fait que le diagnostic pouvait être déstabilisant, quand bien même on s'y était préparé. Et moi, comme ça faisait quand même 2 ans, je me disais, bon, voilà, moi ça fait 2 ans que je m'y prépare, j'ai une quasi-certitude, je vais pas être très déstabilisée.
Et quand même, hein, ça fait bizarre. Ça, je trouve pas les mots. Voilà, je trouve pas les mots. Je suis sortie, je me suis posée, j'ai fumé une cigarette. C'est pas bien de fumer. Et je me suis dit, bon, avant d'appeler mon mari, je vais me poser un peu, quoi. Je travaillais juste après, mais j'avais quand même le temps de me poser, de manger mon sandwich dans la voiture. Et c'est drôle parce que j'ai voulu aller, entre guillemets, fêter ça en m'achetant un paquet de gâteaux au magasin qui se trouvait juste à côté. Et donc j'ai mis mon casque anti-bruit, en me sentant du coup, en me disant, waouh, ça y est, je suis hyper légitime. Et la caissière des caisses automatiques avec qui je suis passée m'a demandé vous écoutez quoi comme musique? Et je me suis dit ouais, en fait, il faut que je le dise ça aux internautes. Mettez votre casque en... Le mien, il est énorme, hein, c'est un casque de chantier énorme. Mais bon, les gens peuvent se dire que c'est de la musique. Alors j'étais prise au dépourvu, hein, parce que j'aime pas mentir, mais en même temps, si je devais expliquer, ça allait me prendre des heures, j'avais pas des heures, donc je dis du classique. Après, la dame, elle m'a tenu la jambe sur le classique. Je me suis dit, c'est très drôle que, juste après mon diagnostic d'autisme, je me retrouve dans une situation où je dois sociabiliser et où c'est compliqué, mais où j'ose pas encore dire. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça drôle. Donc je suis allée après dans ma voiture. Et ah oui, je vous ai dit que je vous expliquais aussi les niveaux, parce qu'effectivement, quand la psychiatre m'a dit oui, c'est validé, vous êtes autiste, elle m'a dit vous savez qu'il y a 3 niveaux. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai dû chercher dans ma mémoire et j'avais effectivement entendu parler de ces 3 niveaux dans une vidéo d'Alistair. Alors si vous ne connaissez pas Alistair, il faut absolument que vous alliez voir sa chaîne qui s'appelle HP Paradoxae. Je vous mettrai le lien dans la description. Et Alistair a des vidéos, toute une série de vidéos qui parlent d'autisme. Et donc il avait déjà, lui, expliqué qu'en fait aujourd'hui, il n'y a plus Asperger et Kanner, c'est-à-dire on ne dit plus autisme d'Asperger, autisme de Kanner. On parle d'autisme avec 3 niveaux, et ce sont des niveaux de besoin. C'est-à-dire que niveau 1, besoin assez faible, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés qui sont inhérentes à l'autisme, voilà, mais avec peu de besoin de soutien. Niveau 2, un besoin de soutien assez important. Et niveau 3, très gros besoin de soutien. Donc dans le niveau 3, on retrouve nos collègues autistes qui ont une déficience intellectuelle associée, etc., etc. Donc j'avais déjà entendu Alistair en parler. Donc la psychiatre s'est posé la question pour moi, et elle hésitait entre niveau 1 et niveau 2. Et donc elle l'a verbalisé. Donc moi j'étais en face et je me dis, oh là là, mais c'est pas moi la professionnelle, je vais pas m'exprimer là-dessus, enfin, voilà, réfléchis. Mais c'était un peu gênant. Et donc elle m'a mis niveau 2, de par en fait, vous allez peut-être trouver plein de choses sur internet, parce que du coup moi je suis allée voir après, et vous allez voir sur internet, parfois on dit niveau 2, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal dans la communication, ce qui n'est pas mon cas, enfin moi j'arrive quand même à discuter, avec difficulté à l'intérieur, mais j'arrive à discuter. En fait ce sont tout simplement les niveaux, c'est l'impact que ça a sur votre vie quotidienne, vous voyez. Et moi étant donné que, parce qu'on est tous différents, hein, ça, voilà, chaque autiste est différent, tout comme les alistes sont tous différents les uns des autres. Moi, mon autisme fait que j'arrive vraiment à masquer toute la journée jusqu'à 16h, c'est à peu près l'heure voilà, où tout s'écroule chez moi. Et après, le fait qu'il y ait les addictions et cette impossibilité pour moi de faire des choses après 16h, elle m'a mis en niveau 2 parce que du coup, l'impact, il est quand même assez présent. Alors, comme disait Alistair, je trouve ça vraiment très juste, cette classification est toujours mieux que Asperger ou Kanner parce qu'elle fait disparaître finalement la notion de quotient intellectuel, puisqu'on peut très bien être autiste sans déficience intellectuelle, mais être en tel burn-out, avoir tellement perdu de capacités cognitives, fonctionnelles, qu'on se retrouve en niveau 3. Et les niveaux en fait d'autisme peuvent varier sur toute une vie. Je veux dire, une personne qui jeune va être diagnostiquée TSA niveau 1, c'est-à-dire qui arrive à fonctionner, qui arrive à avoir un travail, qui est à peu près inséré. Bah demain, si cette personne, elle fait un énorme burn-out, qu'elle perd des capacités et qu'elle n'arrive plus dans son quotidien à gérer, bah forcément,
elle va passer niveau 2, mais elle aura été diagnostiquée niveau 1. Voilà, bon, ça c'était la parenthèse pour les niveaux. Voilà. Bon, et ben je crois que c'est à peu près la fin. Je vais vous lire. Je vais terminer avec ça, du coup. Et puis si vous n'êtes pas trop littérature, vous pouvez vous arrêter là. Mais je vais vous lire ce que j'avais écrit à l'époque sur l'hypothèse du TSA, quand je me posais la question. L'hypothèse du TSA chez moi ouvre une porte d'intelligibilité de mon parcours qui serait une aubaine pour ma soif de comprendre. J'écoute des podcasts, je refais le film de ma vie à travers ce filtre et tout concorde. Je pourrais enfin m'autoriser à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. Je ne me dirai plus douloureusement « mais comment font les autres ?» J'arrêterai de me flageller de mon incapacité à répondre aux appels, textos, demandes de rando ou de soirée de mon peu d'amis. Je refuserai de me trouver conne, de ne pas comprendre les blagues ou certaines situations sociales. J'arrêterai de croire que j'ai un destin littéraire. Je me regarderai avec la bienveillance que l'on doit à un être humain neuroatypique qui se débat de toutes ses forces depuis 36 ans pour paraître normal. Et je pourrais enfin, en trouvant ce mot que je cherche depuis si longtemps, commencer à vivre plutôt qu'à questionner. Voilà, bon courage à toutes celles et ceux qui sont dans ce parcours diagnostic. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous vivez, ça peut aider toutes les personnes, parce que malheureusement, comme je l'ai dit, il y a encore trop peu de professionnels qui sont formés au TSA, donc forcément, on trouve beaucoup de personnes autistes sur le net, parce que c'est le seul endroit où on puisse en parler sans être jugé. Voilà, bon, bah, je vais me remettre moi à mes vidéos, parce que j'en ai encore plein à vous faire. Et puis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Oui, j'ai lavé sa chemise de nuit parce qu'elle aussi, elle a droit à des vêtements propres. Et je vous remets un petit coup de générique sans musique, l'occasion pour moi de vous demander, si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner si la chaîne vous plaît, de partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés par des livres audio, j'en propose sur ma chaîne des souscripteurs avec des vidéos un peu plus personnelles pour 99 centimes par mois. Bon, et ben c'est tout pour le moment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!